Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir à 20h55, France 2 diffusera un numéro de son magazine Secrets d'Histoire consacré au général de Gaulle. L'occasion pour nous de revenir sur les grandes étapes de sa vie, de celui que France 2 appelle dans ce documentaire le dernier des géants. Avec nous pour en parler ce matin, notre historien maison, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc. Le dernier des géants, vraiment ? L'un des derniers en tout cas, et c'est vrai que pour ce qui est de la France, incontestablement, oui, il est l'homme qui a incarné, vous imaginez, à lui tout seul, ou presque, la légitimité et la souveraineté pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça lui donnait une stature, une dimension sans équivalent, bien entendu. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à comparer à la fois François Hollande, qui était sur Europe 1 ce matin, à la fois Nicolas Sarkozy, à la fois François Mitterrand, à la fois Valéry Giscard d'Estaing ou Pompidou au général de Gaulle. Finalement, quel est celui qui s'en rapprochait le plus ? Alors je pense que justement, il faut établir une distinction entre ses successeurs immédiat. Alors, bien sûr, Georges Pompidou d'abord, qui a été son directeur de cabinet pendant longtemps, qui a été son Premier ministre, avant de devenir le premier président succédant à Charles de Gaulle. Vous imaginez la mission. Et puis, bien entendu, dans la foulée, je mettrais Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Peut-être Jacques Chirac, qui d'ailleurs avait été secrétaire d'État du général de Gaulle, l'avait connu. Et puis ensuite, il y a une vraie cassure, c'est-à-dire qu'avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, les présidents n'ont plus la même dimension d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'après Jacques Chirac, vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy a cassé le rôle de président de la République ? Il a sans doute voulu le faire d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment. Je pense que leur intention est sans doute de moderniser les choses. Le problème, c'est qu'en le faisant, ils ont probablement un peu banalisé la fonction, c'est possible. J'étais l'autre jour aux Affaires étrangères et je découvre, je ne le savais pas, que la formule des traités a changé, figurez-vous. Vous savez, autrefois, c'était à tous, présents et à venir, saluons, etc. Enfin, la grande formule des traités qui existait depuis plus de 1000 ans. Et quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il a voulu qu'on écrive les traités en français moderne, normal et lisible. Alors c'est peut-être une intention de clarté, mais en même temps c'est une perte en termes de solennité considérable. Est-ce qu'il y avait une image de la France portée par le général qui est très différente de celle que portent aujourd'hui les présidents ? Incontestablement. Le général de Gaulle s'était identifié à la France. Vous connaissez le célèbre dessin de Jacques Faisan, où on voit le général de Gaulle en train de faire de l'équilibre sur un fil qui est cassé, qu'il tient à deux mains, et il a sur les épaules Marianne, et il lui dit « Ah, nous en aurons fait des choses tous les deux ». Il y a vraiment cette dimension-là. Le général de Gaulle pensait d'une certaine façon ou laissait entendre qu'il était la France. Il l'avait représentée au fond de l'abîme, comme il l'écrit dans ses mémoires de guerre. Il entendait la représenter au sommet de ce qui était sa restauration. C'est que la France, en partie grâce à la 4e République, ne l'oublions pas, était devenue une grande puissance économique, politique, bien entendu, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que puissance atomique. Et cette puissance atomique, elle advient en 63-64 sous le mandat du général de Gaulle, bien entendu. Et donc, c'est vrai que le général a pu faire croire à la planète entière que la France demeurait, même si elle n'avait plus son empire colonial et même si elle n'assumait plus en Europe le magistère qui avait pu être le sien 2 siècles plus tôt, elle continuait en tout cas d'assumer une dimension internationale. Elle était une grande puissance par l'intermédiaire de son président. Vous savez que lorsque les chefs d'État du monde entier, je pense à Khrouchtchev par exemple, le chef du Parti communiste de l'Union soviétique, ou à Kennedy, lorsqu'ils viennent voir le général de Gaulle au début des années 60, c'est comme s'ils venaient rencontrer une sorte d'oracle. Il est la légende vivante qu'il faut avoir vue et touchée, si j'ose dire. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont un peu plus de 30 ans, voilà, le général de Gaulle, ça a un vrai sens, on sait qui c'est, on sait ce qu'il a fait. Pour tous ceux qui ont moins de 30 ans, qui ne le voient que dans les livres finalement, pour qui c'est juste un personnage de l'histoire, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? C'était qui de Gaulle ? Si vous devez parler à des jeunes aujourd'hui. Je pense que c'était un homme politique d'abord, ce qu'on a tendance à oublier, ça c'est l'aspect historique sur lequel moi j'ai tendance à mettre l'accent. On voit toujours de Gaulle comme un chef d'État, comme une incarnation, mais c'est aussi un homme politique qui savait composer avec les réalités politiques du moment, qui a su faire dans le gouvernement provisoire de la République française en 1944 et puis ensuite, même lors de son retour au pouvoir après la crise du 13 mai 1958, qui a su faire une place à l'opposition, en tout cas à certains courants d'opposition. Bref, c'était un homme politique. Regardez la manière dont il a géré la crise algérienne, ce que lui reproche encore amèrement une partie de l'opinion, bien sûr. Donc c'était un homme politique, mais un homme politique qui avait 3 choses. La légitimité, ça je vous l'ai dit, la vision,
N'oublions pas que le général de Gaulle est un homme visionnaire. Lorsque vous lisez, et ça je vous incite à le faire, c'est une expérience formidable, lisez son discours sur la participation, qui est un discours donc de 1969 au moment du référendum d'avril, qui va d'ailleurs lui coûter son départ. Est-ce qu'il avait prévu ce départ? Est-ce que son idée était de sortir par la grande porte en disant aux Français, vous n'avez pas voté pour ma réforme, eh bien moi je m'en vais? Toujours est-il qu'à l'époque, la réforme portait sur la décentralisation et la participation. Bien, lisez ce discours et vous verrez à quel point il a 30 ans d'avance, c'est stupéfiant. Ce monsieur qui était un homme du 19e siècle, né en 1890, qui incarnait un certain nombre de principes très traditionnels, pour ne pas dire en partie traditionnalistes. On ne plaisantait pas vraiment chez les De Gaulle d'une façon générale. Il n'empêche, il avait une vision globale, une vision planétaire de l'avenir du pays qu'il aimait d'amour. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, n'est-ce pas? Et cette vision-là, elle portait le peuple. Et puis, troisième élément, très important, et là, je vous me permettrai de ne pas développer, n'est-ce pas? Il avait du caractère. Il avait du caractère, effectivement. Quand on pense à De Gaulle, on pense à ce fameux référendum qui lui a coûté sa place. En tout cas, ça a été son choix en avril 69. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui manque finalement aux gens qui sont au pouvoir? Ce courage, le courage de faire ce référendum en disant, voilà, si vous répondez non, je m'en vais. Je pense que le général de Gaulle avait de la politique une conception globalement à la Cincinnatus. Alors il ne faut pas non plus l'idéaliser. C'est sans doute un homme qui a commis des erreurs, probablement. Moi je ne suis pas analyste politique, mais c'est sans doute quelqu'un qui avait des arrière-pensées parfois et qui n'a pas toujours été très objectif, enfin bon, etc. La manière, encore une fois, dont il a conduit la décolonisation générale et l'abandon ou l'indépendance, selon les points de vue de l'Algérie, tout ça mérite discussion, bien entendu. Il y a eu du temps du général de Gaulle, sans doute, des dossiers un peu particuliers. Non, il n'était pas parfait, en tout cas, bon, voilà, c'est il clair. n'était pas parfait, non, mais il faut le dire quand même, bien parce qu'il sûr. faudrait pas... Bon. Mais, lorsque vous avez dit tout ça, il n'empêche que c'était quelqu'un qui était au service d'une vision, au service d'un pays, au service d'un idéal. Mais ça veut dire qu'il n'avait pas d'ego, par exemple? Ah, mais il avait un ego monstrueux, immense. Mais il avait réussi, comme un certain nombre d'autres grands hommes d'État avant lui, il avait réussi à identifier le pays à sa personne. Donc, en servant le pays d'une certaine manière et indirectement, c'est sa personne qu'il défendait. Mais regardez, lisez par exemple ses dernières volontés, qui sont rédigées en 1952, qu'il écrit à 3 exemplaires. Un exemplaire pour Georges Pompidou, qui était déjà son directeur de cabinet rue de Solferino, et qu'il gardera d'ailleurs dans l'île Saint-Louis, dans son coffre particulier. On verra Georges Pompidou sortir ce testament au moment de la mort du général en 1970, et puis les 2 autres exemplaires pour les membres les plus proches de sa famille. Si vous lisez les dernières volontés du général de Gaulle, elles sont d'une pureté et d'une discrétion exemplaires. Vous voyez un homme qui refuse toute homélie, toute pompe nationale. Il ne veut pas d'obsèques nationales, il veut que son cercueil soit suivi dans le plus strict silence, pas de fanfare, dit-il, pas d'honneur, enfin les honneurs militaires réduits à leur plus simple expression. Bref, un homme qui est au service. Et on voit bien ça dans l'émission de Stéphane Bern ce soir. On voit à quel point il y avait le sens d'une mise au service. Par exemple, le général de Gaulle, on l'a beaucoup répété, mais c'est la vérité. Il payait lui-même les billets d'avion des personnes de sa famille qui l'accompagnaient en voyage officiel. Vous imaginez ça? Il payait la note de l'électricité des appartements privés de l'Élysée. Mais aujourd'hui, Franck, si les hommes politiques ne font plus rêver, si les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la faute du général de Gaulle? Parce qu'on les compare à lui, et honnêtement, ils sont en dessous. Bien sûr qu'ils sont en dessous et malheureusement pour eux, je pense qu'ils en ont conscience. On les compare à lui parce qu'il a su lancer la légende. Vous savez, le général de Gaulle disait « L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite ». Ce que possédait au plus haut point cet homme qui, par la voix des ondes, à Londres, à la BBC, avait su faire vibrer tous ceux qui ont pu l'entendre, c'est qu'il possédait la parole dans ce qu'elle a de plus noble. Au commencement était le verbe, en politique aussi. Le général de Gaulle, ce soir, Secret et Histoire, le dernier géant, c'est à 20h55, c'est sur France 2, présenté par Stéphane Bern. Franck, vous restez avec nous dans un instant. Faites le taire, à tout de suite.